Une jeune femme de Stuttgart, bonne dessinatrice, s'entendit déclarer à sa première exposition par un critique qui ne songeait pas à mal et voulait favoriser sa carrière: Ce que vous faites là est intéressant et plein de talent, mais vous manquez encore un peu de profondeur. La jeune femme ne comprit pas ce que le critique voulait dire, et elle eut au fait d'oublier sa remarque. Mais le surlendemain paraissait dans le journal un compte-rendu signé du même critique, où l'on pouvait lire: Cette jeune artiste est extrêmement douée, et ses œuvres séduisent dès le premier coup d'œil. Mais on est tout de même obligé de constater qu'il leur manque une certaine profondeur. Pour le coup, la jeune femme se mit à réfléchir. Elle regarda ses dessins et fouilla dans de vieux cartons. Elle regarda tous ses dessins, y compris ceux auxquels elle était en train de travailler. Puis elle revissa les couvercles de ses encriers, essuya ses plumes et sortit se promener. Le soir même, elle était invitée. Les gens semblaient avoir appris par cœur l'article du critique et ne cessaient d'évoquer son talent, et puis la séduction qui émanait de ses dessins dès le premier coup d'œil. Mais en bruit de fond, et dans la bouche de ceux qui lui tournaient le dos, la jeune femme entendait, si elle prêtait l'oreille: La profondeur. Voilà ce qui lui manque. C'est le hic. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'a malheureusement aucune profondeur. Toute la semaine suivante, la jeune femme ne toucha pas un dessin. Elle resta cloîtrée chez elle, ruminant en silence, et n'ayant en tête que cette seule pensée qui, telle une pieuvre des profondeurs, enserrait et engloutissait toute autre pensée. Pourquoi n'ai-je pas de profondeur? La deuxième semaine, cette femme tenta de se remettre à dessiner, mais elle en restait à ses esquisses malhabiles. Parfois, elle n'arrivait même pas à tracer un trait. À la fin, elle tremblait tellement qu'elle ne pouvait même plus plonger la plume dans l'encrier. Alors elle se mettait à pleurer et s'écriait: Oui, c'est vrai. Je n'ai pas de profondeur. La troisième semaine, elle commença à regarder des livres d'art, à étudier des œuvres d'autres dessinateurs, à faire les galeries et les musées. Elle lut des ouvrages d'esthétique. Elle se rendit dans une librairie et demanda au vendeur le livre le plus profond qu'il eût en magasin. Elle ressortit avec un ouvrage d'un certain Wittgenstein, qu'elle ne sut par quel bout prendre. Au musée municipal, visitant l'exposition 5 siècles de dessins européens, elle se joignit à des lycéens qui guidaient un professeur d'art plastique. Soudain, devant un dessin de Léonard de Vinci, elle sortit du rang et demanda: Excusez-moi, mais pouvez-vous me dire si ce dessin a de la profondeur? Le professeur d'art plastique eut un sourire crispé et lui dit: Si vous prétendez me mettre en boîte, il faudra vous lever un peu plus tôt, madame. Et toute la classe partit d'un grand rire. Mais la jeune femme rentra chez elle et pleura à chaudes larmes. Dès lors, cette jeune femme devint de plus en plus bizarre. Elle ne quitta plus guère son atelier, sans pouvoir pourtant y travailler. Elle prenait des cachets pour se tenir éveillée, sans savoir pourquoi il fallait rester éveillée. Et lorsqu'elle était fatiguée, elle dormait dans son fauteuil, car elle avait peur de se mettre au lit, angoissée qu'elle était par la profondeur du sommeil. Elle se mit aussi à boire, laissant la lumière allumée toute la nuit. Elle ne dessinait plus. Lorsqu'un marchand de Berlin lui téléphona pour lui demander quelques dessins, elle hurla au téléphone: Laissez-moi tranquille, je n'ai pas de profondeur. Parfois, elle pétrissait de la pâte à modeler, mais rien de précis. Elle se contentait d'y enfoncer le bout des doigts ou d'en faire des boulettes informes. Son apparence extérieure se détériorait. Elle ne se souciait plus de ses vêtements et laissait tout aller à volo dans son appartement. Ses amis se faisaient du souci. Ils disaient: Il faut s'occuper d'elle. Elle traverse une crise. Ou bien cette crise est d'ordre existentiel, ou bien elle est d'ordre esthétique, ou c'est une crise financière. Dans le premier cas, on ne peut rien faire. Dans le deuxième cas, il faut qu'elle s'en sorte elle-même. Et dans le troisième cas, nous pourrions organiser une collecte. Mais elle risquerait de trouver ça gênant. On se contentait donc de l'inviter à dîner, ou à des soirées. Elle refusait toujours, disant qu'elle devait travailler. Mais elle ne travaillait jamais. Elle ne faisait que rester enfermée chez elle à regarder dans le vague et à pétrir de la pâte à modeler.
Un jour, elle désespéra tellement d'elle-même qu'elle accepta tout de même une invitation. Un jeune homme à qui elle plut voulut ensuite la raccompagner pour coucher avec elle. Elle lui dit qu'elle n'y voyait pas d'objection, parce qu'il lui plaisait également, mais qu'il fallait bien qu'il sache qu'elle n'avait aucune profondeur. Sur quoi le jeune homme prit ses distances. Cette jeune femme, qui avait été une si bonne dessinatrice, sombra dès lors à vue d'œil. Elle ne sortait plus, ne recevait personne. L'immobilité la fit grossir, l'alcool et les cachets la vieillirent prématurément. Son appartement se mit à sentir le moisi, et elle, à sentir l'aigre. Elle avait fait un héritage de 30 000 marks. Elle en vécut pendant 3 ans. À un certain moment, pendant cette période, elle fit un voyage à Naples. Nul ne sait dans quelles circonstances. Lorsqu'on lui adressait la parole, elle ne répondait que par des bredouillements incompréhensibles. Quand l'argent fut dépensé, cette femme transperça et déchira tous ses dessins, prit l'autobus jusqu'à la tour de la télévision et sauta de son sommet, dans un vide qui mesure 139 mètres de profondeur. Or, comme il soufflait ce jour-là un grand vent, elle n'alla pas s'écraser sur l'esplanade goudronnée qui se trouve au pied de la tour. Elle fut déportée au-dessus d'un champ d'avoine jusqu'à la lisière de la forêt, où elle tomba dans les sapins. Elle n'en fut pas moins tuée sur le coup. La presse à sensation s'empara de l'affaire comme d'une aubaine. Le suicide en lui-même, cette chute à la trajectoire intéressante, le fait qu'il s'agissait d'une artiste autrefois prometteuse, qui de surcroît avait été jolie. On tenait là une information de premier ordre. L'état de l'appartement se révéla si désastreux qu'on put prendre des photos pittoresques, des centaines de bouteilles vides, partout des signes de délabrement, des œuvres en lambeaux, des boulettes de pâte à modeler collées au mur, et même des excréments dans les coins. On prit le risque de consacrer à l'événement un deuxième gros titre, et puis encore un article en page 3. Dans la rubrique littéraire et artistique, le critique évoqué en commençant y alla d'une notice où il s'avouait atterré par la fin atroce à laquelle n'avait pu échapper cette jeune femme. Pour ceux qui restent, écrivait-il, c'est à chaque fois une expérience bouleversante que le spectacle d'un jeune talent qui ne trouve pas l'énergie nécessaire pour s'imposer dans ce milieu. Aide publique et initiative privée sont loin de suffire, alors qu'il s'agirait au premier chef d'offrir une sollicitude humaine et un suivi intelligent dans le secteur artistique. Toutefois, c'est en fin de compte dans la personnalité même que semble s'être trouvé le germe de cette fin tragique, car les premières productions de cet artiste n'exprimaient-elles pas déjà, dans leur apparente naïveté, cet effrayant déchirement, manifeste au simple niveau de l'intrépide mélange de techniques qu'imposait le message, cette agressivité monomaniaque dirigée contre soi, cette révolte rentrée en elle-même et y forant obstinément en spirale, cette révolte au plus haut point chargée d'affect et manifestement vouée à l'échec, cette révolte de la créature contre son propre soi, cette fatale, cette, disons-le, implacable exigence de profondeur.